Je voudrais, à mon nom et au nom de la direction de notre parti, vous saluer. Le jeudi 21 avril 2024 dernier, notre parti, le RHDP, accompagné de nombreux patriotes, de nombreux compatriotes plutôt, épris de justice, de liberté, de paix et ardents défenseurs de valeurs démocratiques, notre parti donc a commémoré le 11 avril 2011 comme date de la victoire de la démocratie dans notre pays, au Palais de la Culture, à la salle Louga-François. 2 semaines après, nous nous retrouvons aujourd'hui à notre siège, ici à la rue Le Pic, avec vous, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, dans le cadre d'une rencontre d'échange et de partage. Je voudrais vous exprimer ma profonde reconnaissance pour avoir répondu à notre invitation à participer à cette rencontre. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre votre présence, que dis-je, que m'offre votre mobilisation, parce que c'est une véritable mobilisation, pour rappeler qu'une presse libre et indépendante est l'un des piliers indispensables de toute démocratie, au sens où nous partageons ici le mot démocratie, c'est-à-dire la démocratie libérale, pas la démocratie populaire des autres. Une presse libre et indépendante est en droit d'interroger, voire d'interpeller les responsables politiques au pouvoir et de l'opposition sur la situation sociopolitique nationale et internationale du moment, qui est constituée par les sujets qui préoccupent l'ensemble des populations. Quant aux dirigeants, ils sont tenus de déférer à l'interpellation et de répondre aux préoccupations exprimées. C'est dans ce cadre donc que nous nous retrouvons ce matin. Quels sont ces sujets qui sont les principaux marqueurs de la situation sociopolitique du moment? J'en ai identifié ou listé quelques-uns, bien sûr qui ne sont pas exhaustifs, puisqu'il vous sera loisible d'aborder d'autres questions en fonction de vos centres d'intérêt si vous le souhaitez. Au plan de la situation sociopolitique nationale et internationale, d'abord, au plan de la situation sociopolitique internationale, je ne vais pas m'y attarder. Comme vous le savez, l'actualité internationale est marquée par la crise au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi que leurs conséquences, mais également par l'annonce de l'Alliance des États du Sahel sur la CEDEAO, le réchauffement des relations entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, et enfin l'alternance qui vient de s'opérer au Sénégal. S'agissant de la crise entre Israël et la Palestine, mais qui est en train, sinon n'y prend garde, de trouver une excroissance en Iran, et de la crise russo-ukrainienne, le RHDP, bien évidemment à la suite de son président, appelle à un cessez-le-feu et à privilégier la voie du dialogue afin de préserver la paix mondiale. Je dis bien la paix mondiale. En ce qui concerne l'actualité africaine, comme je l'ai noté, elle est marquée par l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal, avec la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Le RHDP, à la suite de son président, félicite d'une part le président Bassirou Faye pour sa brillante élection à la tête de l'État sénégalais, et de l'autre, félicite également le peuple sénégalais qui a su privilégier l'intérêt suprême de la nation, donnant ainsi une belle leçon de démocratie à l'Afrique et je dirais au monde entier.
Le RHDP regrette, concernant donc les pays de l'AES, le retrait de certains pays frères de notre espace communautaire, la CEDEAO. Il déplore les malentendus qui ont conduit à cette situation et à cet effet. Il salue l'appel au dialogue lancé par les autres États membres, surtout les efforts inlassables qui sont déployés par notre président, le président Alassane Ouattara, afin de ramener la paix définitivement dans notre sous-région. Le RHDP voudrait espérer que le réchauffement récent des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina constituera un bon signe de ce réchauffement, ou du moins de ce retour à l'accalmie dans notre sous-région. Au plan national, l'actualité est marquée par la dernière cérémonie que nous avons organisée, c'est-à-dire la commémoration du 11 avril. Comme vous le savez, cette commémoration s'est tenue le jeudi 11 avril 2024. Elle a retenu l'attention. L'idée de cette célébration n'était pas de venir comme pour régler des comptes. Et il ne s'agit pas non plus d'un coup de tête. Depuis que j'ai l'honneur de bénéficier de la confiance du président du parti et du président du territoire du parti pour diriger le RHDP, le secrétariat exécutif, j'ai proposé une célébration au moins symbolique dans un premier temps. Le 11 avril était l'objet d'une action sobre, certes, mais il n'est pas exact de penser que la date avait été oubliée du fait de notre volonté d'accompagner la réconciliation nationale. Comme on l'a dit, la réconciliation nationale, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas la renonciation à notre mémoire. C'est pour cette raison que le RHDP a rendu un hommage appuyé au président Henri Konan Bédié pour sa contribution essentielle dans notre victoire, commune, la victoire de la démocratie. C'est ici l'occasion de saluer sa mémoire et de réitérer nos plus sincères condoléances à la famille biologique, à sa famille politique, ainsi qu'à toute la nation. Le RHDP voudrait assurer le PDCI de sa solidarité et de sa présence à toutes les étapes des obsèques du président Aimé Henri Konan Bédié. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, de 2010 à 2018, je vais donner un sens à ce que je viens de vous dire. Le président Henri Konan Bédié et le PDCI, en qualité de membre du groupement politique du RHDP, avaient la même vision que nous. Le président Henri Konan Bédié, alors qu'il aurait pu tout simplement, lors de la crise post-électorale, il aurait pu tout simplement rester chez lui à la maison sans être inquiété, il aurait pu sortir du pays sans être inquiété, il a préféré rester à l'hôtel du Golfe, comme aime le dire le président Alassane Ouattara lui-même, pour souligner sa contribution donc à la victoire de la démocratie. Ensemble, nous avons été heureux de la délivrance de notre pays le 11 avril 2011. Après plus de 5 mois de difficultés partagées au Golfe, plus de 5 mois de calvaire, plus de 5 mois de traumatisme. Rien ne peut opposer le RHDP au PDCI. Je dis bien rien, absolument rien. Car nous avons été nourris à la même sœur vivifiante. Nous partageons la même philosophie, la paix, le dialogue, la cohésion sociale si chère au père fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, et en digne héritier également au président Alassane Ouattara, comme il l'a prouvé et continue de le prouver depuis qu'il est à la tête de notre pays. Le RHDP et le PDCI sont appelés de toute façon à se retrouver et à poursuivre la marche ensemble vers le destin
qui trouvait un destin encore plus lumineux pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, rien n'a changé. N'en déplaise à ceux qui n'ont jamais admis avoir causé du tort à la Côte d'Ivoire, qui n'ont aucune contrition, qui n'ont jamais demandé pardon et qui ne rêvent que d'un match retour, mais qui en réalité ne rêvent que de se venger. Ils sont en train d'écrire, ceux-là, ils sont en train d'écrire un autre scénario de conflit. Rassurez-vous, pour l'élection présidentielle 2025, le RHDP ne les suivra pas dans cette voie. Le RHDP ne les suivra pas dans le schéma de la belligérance. Néanmoins, que personne ne se trompe, le RHDP est prêt à mener tous les combats. Les bons comme les faux, si nous y sommes obligés. Alors, parmi ces faux combats, il y a la suppression de l'inscription de M. Laurent Gbagbo de la liste électorale. Parmi les faux combats qu'on veut nous imposer, je dis bien, il y a la suppression, le débat sur la suppression de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Un combat d'un candidat qui, au regard de nos textes, ne figure pas sur la liste électorale. Pourtant, selon ses partisans, il sera bel et bien candidat et va même gagner l'élection. Il n'est pas sur la liste. Par quelle alchimie? À ce jour, il est évident pour tous que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame qui est candidat, qui ne l'est pas. Sur la question de l'éligibilité des uns et des autres, nous n'allons donc pas nous substituer aux organes compétents. Ce que nous pouvons faire, par contre, et que nous avons déjà fait, c'est de prendre des dispositions eu égard à la réalité actuelle ainsi qu'aux conséquences des décisions de justice. Ceci étant, nous notons une panique et une agitation inquiétante qui ont gagné le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. En quoi est-il un crime? Je dis bien, en quoi est-il un crime de dire, en l'état actuel des choses, en l'état actuel de nos connaissances, que le citoyen Laurent Gbagbo n'est pas éligible et ne peut pas être candidat? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime de dire que Laurent Gbagbo, dans la situation actuelle, il ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas éligible, il n'est pas sur la liste électorale, il n'a pas bénéficié d'une loi d'amnistie? Est-ce que c'est une injure? Nous ne sommes pas juges constitutionnels, cependant, nous avons le droit de mettre un avis qui n'engage que nous et de dire que Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Au-delà de ces questions de justice, l'histoire de notre pays est encore récente. Les faits sont sacrés, dit-on. La présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été, on peut tous en convenir, la pire erreur de l'histoire de notre jeune nation. Sa gestion a été émaillée de charniers, de tueries massives, de disparitions forcées, de dégradations massives du tissu socio-économique et de dépravation de mœurs. Est-ce que le dire, c'est travestir les faits? Non, il ne s'agit pas de travestir les faits. C'est ce que nous avons vécu pendant ces 10 ans, dont 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Aucun investissement sérieux. Sa gestion a surtout été marquée par son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriens, qui a atteint son point culminant avec une rébellion dont on aurait pu se passer. Laurent Gbagbo était pourtant, selon la constitution de notre pays, le garant de l'intégrité du territoire national. Il devrait être poursuivi normalement. Il devrait être poursuivi normalement, je dis bien, il devrait être poursuivi pour haute trahison, pour parjure. Il devrait être poursuivi. Il ne pouvait en être autrement puisque Laurent Gbagbo n'avait jamais géré auparavant, même pas une association, avant de devenir président de la République. Maintenant, il n'a pas géré même une association. Le SINARES, il n'a jamais géré. Le SINARES, il n'a jamais géré. Bon, quoi d'autre? Le GRTO, il ne l'a pas géré. C'est Simone qui a créé. Le GRTO, le SINARES.
La seule association dont il a été membre, mais un membre dont la moralité a été déclarée douteuse, c'est l'UNESI. Quand il était étudiant, l'UNESI, il a été membre de l'UNESI, délégué social. Demandez à ceux qui ont connu Laurent Gbagbo à cette époque. Ils vous diront ce qui lui a été reproché au point de se gaver d'un flacon de Nivaquine pour abréger sa vie. Bien, donc, bon, c'est une triste et douloureuse parenthèse à vite refermer. À vite refermer. Laurent Gbagbo sait qu'il n'est plus électeur. Donc, il n'est plus susceptible de candidater à un quelconque poste électif dans notre pays, jusqu'à nouvel ordre. Il le sait lui-même et sa formation politique le sait aussi. Quand j'écoute Laurent Gbagbo, j'ai de la compassion pour lui et je le répète. Je l'ai dit à d'autres endroits, mais je continue de le dire. Quand j'écoute ses partisans, je suis doublement pris de compassion pour lui, car j'ai l'impression que Laurent Gbagbo vit dans un monde virtuel. Il vit dans un monde virtuel. Il doit revenir au monde réel, sur la terre ferme, et accepter que le monde a changé. Sa place, c'est d'être un opposant professionnel, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Oui, ça aussi c'est la vérité. Dans l'opposition, il excelle, il brille. Mais au pouvoir, on l'a vu, il nous envoie dans les abîmes. Lorsque j'ai dit qu'il doit rester un opposant professionnel, dans ma bouche, en tout cas, c'est une amabilité. C'est une amabilité que je lui fais. Je voudrais insister sur ce point. Et je crois que même mon avis est partagé par des militants du PPACI. Le PPACI doit avoir une compréhension différente des choses. C'est normal et c'est de bonne guerre. Cependant, ce n'est pas une raison pour tomber dans les enfantillages comme ceux qui nous ont été servis également à l'opinion publique par un écorché vif. Voilà, on a traité Bakongo de mouton et il paraît que Bakongo ne peut même pas être secrétaire de base dans leur parti. Je dis ici haut et fort que ce n'est pas une bénédiction, à plus forte raison, une grâce. Et d'être simple militant, à plus forte raison, d'être secrétaire de base d'un parti qui a conduit le pays 3 fois, sinon plus, dans la violence et le précipice. En 90-92, février 92, c'est Laurent Gbagbo. En 99, il dit n'avoir pas été l'auteur du coup d'État, mais c'est lui et lui seul qui a tiré le marron du feu. 2002, on vient de vous parler des charniers. 2010, l'acte post-électoral. Pour moi, dire que le président de ce parti est un opposant professionnel, je le répète, c'est une amabilité, parce qu'il ne mérite même pas. Ensuite, on dit que Bakongo, c'est un bouton. Mais je l'ai dit, c'était à Daloa. À un meeting de lancement de campagne du ministre Touré ici. J'ai dit ça, mais je l'assume. Je préfère être un mouton derrière un bon berger pour me conduire vers des pâturages riches que d'être un chien de garde excité dans tous les sens. Mais oui, mais ça c'est vraiment, il n'y a pas à rougir. Hein? Moi, je n'ai pas en tout cas à rougir en disant que je suis un mouton derrière le berger qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a conduit la Côte d'Ivoire là où elle se trouve aujourd'hui après l'avoir prise dans le précipice. Je préfère être un mouton derrière celui-là pour aller faire de la bonne herbe que d'être un chien de garde derrière quelqu'un excité par la faim, excité par toutes sortes de choses et allant dans tous les sens. Alors, chers amis, je ne voudrais pas en dire long sur ce point. Alors, il y a d'autres points qui ont été soulevés, ou du moins qui sont des marqueurs de l'actualité sociopolitique nationale. Bien sûr, il y a le débat sur la suppression
de la commune du Plateau. Bon, j'ai entendu des choses d'autres de la part du porte-parole du PDCI, Brendouni. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc, le porte-parole a pris une position à laquelle je n'ai rien compris du tout, concernant le Plateau. Parce que j'ai lu l'article qui a été produit par un libre penseur. Je pensais que toute la Côte d'Ivoire allait applaudir pour une fois, ensemble, à l'unisson. Parce que ce qui se passe devant nous au Plateau jure avec la démocratie, jure avec toutes les règles. Je dis bien, jure avec toutes les règles. Dites ça, il faut le dire, il faut vous en convaincre. Ça jure avec tout. C'est en contradiction avec toutes les exigences démocratiques, avec toutes les règles démocratiques. En ce sens que, voilà une commune qui a 7000 habitants. 7000 habitants. Prenez vos papiers, hein, surtout pas les journalistes, parce que vous êtes habitués à ça, vous, les journalistes. Ceux qui ne sont pas journalistes. Une commune qui a 7000 habitants, 7000, qui a 14 milliards de budget, qui a pour frontière Agamé d'un côté, Agamé et chose à découper d'un côté, Frècheville d'un autre, et puis Cocody aussi un peu, et puis la lagune, qui ne peut pas s'étendre. Bon, vraiment, où il y a tout déjà, il y a tout. 7000 habitants, et puis 14 milliards de budget. Et pendant les élections municipales, 82 000 électeurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire les choses dans notre pays quand même oui, mais de façon sérieuse, sans polémique? Moi, j'ai lu le papier de ce monsieur, j'ai dit, mais voilà au moins un esprit éclairé, voilà au moins quelqu'un qui ose dire les choses comme elles sont. Mais ce n'est pas normal qu'on aille prendre des mercenaires dans d'autres villes, dans d'autres communes, pour venir élire le maire d'une commune qui, après son élection, à la limite, n'a absolument rien, je dis bien absolument rien à devoir aux 7000 qui sont dans sa commune. C'est-à-dire, lui, il n'a absolument rien à faire avec les 7000. Puis les 7000 n'ont pas voté, c'est 82 000 pris ailleurs. À Yopougon, à Tekoubé, à Agamé, à Koumassi, un peu partout. On prend partout et puis on vient. Quand ils ont fini les mercenaires, c'est un bien à la démocratie. Le PDCI devait dénoncer cette situation et applaudir, il allait dire notre libre penseur. Le PDCI voit la main obscure d'un parti politique qui veut lui enlever le plateau. Mais on veut lui enlever le plateau, ça pouvait voir. Eh bien, et ils font quoi au plateau? Voilà qu'on veut leur enlever. Non, il faut qu'on soit sérieux. Le pays ne peut pas être dirigé de cette façon. Les débats démocratiques ne peuvent pas être menés de cette manière. Dans un pays qui se respecte, dans un pays comme la Côte d'Ivoire en 2024, il faut quand même poser les problèmes de façon sereine, et puis par les échanges, arriver donc à des réponses qui soient satisfaisantes. Alors, il y a deux autres questions. La question de la dette et du prix du cacao. Bon, moi, franchement, je n'ai pas l'habitude de philosopher au-dessus de mes forces. Je n'ai pas l'habitude de philosopher au-dessus de mes forces, d'argumenter au-dessus de mes forces, de dire des choses dont je ne sais rien. Mais il y a une chose, la dette, après toutes les interventions que nous avons suivies, aussi bien de membres du gouvernement que de hauts responsables de notre administration, dont Diaby Lanciné. Il est directeur général, non? Directeur général des finances. Bon, je pense que le débat devait être clos sur la question de la dette. Après l'intervention du ministre d'État Adjumani, le débat devait être clos sur le prix du cacao. Bon, ceux qui n'ont rien à dire, en principe, devraient se taire. Mais dans notre pays, tout le monde veut parler de tout et donc de rien. Mais est-ce que, soyons sérieux, est-ce qu'on peut venir réciter, non, soyons sérieux, écoutons-nous, est-ce qu'on peut venir réciter à quelqu'un qui a été directeur Afrique du Fonds monétaire international, qui a été
gouverneur de la BCEAO, qui a été, je dis Premier ministre, passons, mais surtout directeur général adjoint du FMI. Est-ce qu'on peut réciter à celui-là une leçon sur la dette? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Gbagbo ne peut pas, et les quelques rares, j'espère qu'il en a encore, esprits éclairés qui sont autour de lui, ne le peuvent pas. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aubert Zoré peut-être aurait pu s'y essayer, mais il a préféré le lâcher, il vit actuellement aux États-Unis. Bon. Donc, ce n'est pas ceux-là. C'est-à-dire, leur littérature mal assumée, la littérature mal digérée sur la question de la dette, qui va venir changer des choses ici. Quand ils comprennent, ils nous perdent. Enfin, ou du moins, quand ils prennent la parole, ils nous perdent. Moi, je sais une chose, c'est que jamais, au grand jamais, le président Alassane Ouattara ne va laisser à la postérité une situation qui va entraîner notre pays. Ce n'est pas possible. Après avoir fait ce qu'il a fait au Mexique, après avoir fait ce qu'il a fait dans une centaine de pays qu'il a dirigés, surtout dans le cadre de ses activités de DGA du FMI, sur les questions de dette et d'endettement, il ne peut pas venir livrer son propre pays, qu'il aime tant à travers les actes qu'il pose, à une situation. Ce n'est pas possible. Dieu merci, le président Tidjane Thiam nous a dit tout simplement qu'il y a deux types de façons de financer l'investissement. Bon, il y a le fonds de pension et puis il y a la dette. Bon, lui, il préfère les fonds de pension. Bon, sa préférence. Mais il n'a pas dit, moi en tout cas, je n'ai pas entendu de sa bouche, que la dette, le poids de la dette, le recours à la dette qui est fait par la Côte d'Ivoire, c'était une mauvaise chose. S'il l'a dit, peut-être il a murmuré à quelques oreilles, mais le dit de façon audible. Hein? Ah oui, certainement c'est lui qui a dit à Brandoumi, mais il aurait été mieux que ce soit lui-même qui parle, puisque c'est lui qui est le spécialiste en la matière. Donc, chers amis, je ne voudrais pas vraiment m'étendre sur ces questions. Enfin, le deuxième point de notre rencontre concerne notre parti. Parce que quand on a fini de parler de la situation sociopolitique internationale et nationale, il s'agit de voir dans cette situation comment notre parti se comporte, comment notre parti est organisé, comment notre parti fonctionne, comment notre parti se projette en vue des prochaines batailles. Je voudrais donc vous dire que la vie politique de notre parti est marquée par sa présence effective sur le terrain. Nous avons récemment procédé au renouvellement des bureaux exécutifs nationaux des structures spécialisées que sont l'UFRHDP, l'Union des femmes du RHDP, l'UE-RHDP, c'est-à-dire l'Union des enseignants du RHDP, et l'UJ-RHDP, à savoir l'Union des jeunes du RHDP. L'objectif de ces renouvellements réside dans notre volonté de maintenir son dynamisme et de mettre notre parti en ordre de bataille. Notre parti est conscient des défis et des enjeux à venir. Puisque nous entendons aller loin, nous ne cessons donc de ménager notre monture. C'est pourquoi nous n'avons de cesse de sensibiliser les cadres et les militants de notre parti à faire preuve de cohésion, de discipline et de solidarité. Par ailleurs, nous avons pu apprécier lors de la dernière réunion du secrétariat exécutif, c'était la 20e, qui a eu lieu le mercredi 17 avril, nous avons pu apprécier les énormes progrès qui ont été réalisés dans le cadre de notre opération d'enrôlement e-militant.
nous allons faire dans les jours à venir le bilan de ce que nous avons pu réaliser. Nous nous donnons donc les moyens pour aller au-delà des prévisions que nous nous sommes fixées dans le cadre donc de cette opération. L'objectif, à terme, est de réussir la prochaine révision de la liste électorale et l'élection présidentielle de 2000 et de gagner l'élection présidentielle de 2025 au premier tour. Je dis bien au premier tour avec un score sans appel. Pour nous, une telle victoire n'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire gagner les élections 2025 au premier tour avec un score sans appel. Cette victoire est à notre portée parce que notre candidat, qui ne fait l'ombre d'aucun doute, le président Alassane Ouattara, a un leadership gagnant qui est reconnu ici en Côte d'Ivoire, y compris par ses adversaires, mais aussi et surtout à l'étranger. Son bilan, ou le bilan de son action à la tête de notre pays, fait rêver le monde entier, surtout à la faveur donc de la dernière CAN que nous avons organisée et qui a entraîné le monde entier dans notre pays et surtout a mis notre pays entier, et notre pays plutôt, en vue à travers le monde. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents points tout à l'heure. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas seul à cette rencontre d'échange avec vous. J'aurais voulu être entouré du directeur général des finances, c'est ça, non? Diaby. Hein? Du financement. Malheureusement, il est hors du pays. J'aurais voulu aussi être sur cette table avec le ministre Sanogo Moussa, malheureusement qui n'est pas disponible. Mais ceux et celles qui sont ici, qui se sentent à mesure ou capables de répondre à des questions et d'autres, au cas où je n'aurai pas l'inspiration nécessaire, ou je serai en panne d'inspiration, ils sont là. Des cadres et experts sont présents. Je voudrais terminer mes propos liminaires en invitant à la responsabilité ceux qui parlent pour faire peur aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Les militantes et les militants du RHDP ne font pas partie de ceux et celles à qui l'on peut faire peur. Bien au contraire, c'est nous qui pouvons faire peur. Bien au contraire. On l'a fait dans l'opposition, on peut le faire. Ah ouais. Nous avons fait peur dans l'opposition et ce n'est pas au pouvoir que nous ne pouvons pas faire peur. Non, mais nous savons être forts en étant disciplinés. Alors, annoncer que l'on va être candidat coûte que coûte, que l'on va gagner vaille que vaille, est un discours qui peut créer des problèmes. Que nous avons entendu sous une autre formulation. On gagne ou on gagne. Nous préférons prévenir. Pour sa part, le RHDP est conscient de son devoir de prendre les dispositions constitutionnelles et légales nécessaires pour épargner la population de Côte d'Ivoire de nouvelles violences politiques et électorales. Ce qui s'est passé dans notre pays et que nous n'avons plus connu depuis lors, malgré les événements liés à l'élection 2020, ne doit plus jamais se répéter. C'est sur cette invitation et cette forte interpellation que je me soumets, chers amis, à vos questions, si vous en avez bien sûr. Merci de votre aimable attention, mesdames et messieurs, journalistes et également chers amis qui m'avaient fait l'honneur de venir m'assister. Merci beaucoup.